Signe les papiers maintenant, a-t-il crié avant de me pousser avec une force brutale. Mon corps a explosé la vieille vitrine de ma grand-mère, et les éclats de verre ont tranché ma peau. Ma mère n'a pas bougé, elle regardait seulement les papiers tachés de sang. Ils ont cru que c'était la fin, mais je me suis réveillé à l'hôpital, et mon père biologique était là, avec un regard qui promettait la guerre. C'est fini, a-t-il dit. Ce qui a suivi n'a pas été un procès, ça a été une destruction totale. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée magnifique, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Mireia. J'ai encore la cicatrice, une ligne fine et pâle juste au-dessus de mon sourcil gauche. La plupart du temps, elle est cachée par ma frange, mais moi je sais qu'elle est là. Chaque matin, quand je me regarde dans le miroir avant d'aller à mon cabinet d'architecture, je passe le bout de mes doigts sur cette marque irrégulière, et je me souviens. Je me souviens du son. Ce n'était pas un simple choc. Ce n'était pas juste un gros bruit. C'était une symphonie de destruction, le bruit de sang en d'histoire familiale qui se brise en une seconde. C'était le verre qui éclate, mais c'était aussi mon cœur qui finissait de se casser, à cause d'une mère qui n'a jamais su en être une. Tout a commencé, ou plutôt, tout s'est terminé, le soir du 20e anniversaire de mariage de ma mère, Lucretia, avec mon beau-père, Fermin. Cet après-midi-là, la grande maison de Coyoacán sentait le molle poblano et l'apparence. C'est une vieille maison, avec de gros murs en pierre volcanique et des poutres en bois sombre qui craquent quand la température change, comme si la maison respirait. Ma grand-mère, Doña Elvira, me l'a laissée à moi. À moi seule. Elle disait toujours que les femmes de cette famille avaient besoin d'un toit à elles, pour qu'aucun homme ne puisse leur mettre la botte sur la gorge. Quelle ironie, l'homme que ma mère a fait entrer dans nos vies a essayé de faire exactement ça, et dans le processus, il a failli me tuer. J'étais dans la cuisine, en train de finir de décorer les assiettes. Ça faisait 6 heures que je cuisinais. Pas parce que je voulais célébrer leur amour, un amour qui m'a toujours semblé être une dépendance toxique, mais parce que ma mère m'avait supplié avec cette voix tremblante qu'elle utilisait comme une arme. Mireia, s'il te plaît, c'est une date importante. Ton père, enfin, Fermin, a été très stressé par les affaires. Faisons en sorte que cette nuit soit parfaite. Donc, me voilà, la propriétaire de la maison, en train d'agir comme une domestique. Mireia, le vin est prêt? La voix de Fermin a résonné depuis la salle à manger. Ce n'était pas une question, c'était un ordre déguisé. Je suis sorti de la cuisine en m'essuyant les mains sur mon tablier. Fermin était assis en bout de table, à la place qui appartenait avant à mon grand-père, puis à mon père biologique, Rogelio, avant qu'il parte au nord. Fermin est un homme qui vieillit mal. À 58 ans, ses cheveux teints d'un noir trop faux et son gros ventre sous des chemises de marque qu'il ne peut pas payer, le font ressembler à une caricature de patron de telenovela. Il est sur la table, Fermin, ai-je dit, en essayant de garder une voix neutre. C'est le Rivradel Duro que tu aimes. Il a pris la bouteille, l'a regardé avec mépris, et a soufflé. Crianza, je t'ai dit que je voulais un réservat, Mireia. Ça te coûtait quoi de dépenser un peu plus? Tu es architecte, non? Tu es censé bien gagner ta vie en restaurant tes ruines. J'ai senti la chaleur monter dans mes joues. Pas de honte, de la colère tenue. Ce vin coûte 2000 pesos la bouteille, Fermin. Et c'est moi qui l'ai payé, comme j'ai payé le molle, les fleurs et la musique qui arrivera plus tard. Toujours à me reprocher l'argent. A-t-il marmonné en se servant un verre jusqu'au bord. Pareil que ton père biologique. Vous croyez qu'avec l'argent on achète le respect. À ce moment-là, ma mère, Lucretia, est entrée. À 55 ans, elle était encore belle, mais d'une beauté fragile et anxieuse, celle de quelqu'un qui vit en marchant sur des œufs. Elle portait une nouvelle robe sûrement payée avec la carte de crédit à mon nom, puisque Fermin n'avait plus de crédit depuis des années. Ça suffit, ne vous disputez pas, a-t-elle dit, en se plaçant automatiquement du côté de Fermin. Elle a posé une main sur son épaule et l'a massée. Mireia, ma fille, ne réponds pas comme ça à ton père. Tu sais qu'il a eu une semaine difficile avec les investissements. Beau-père, maman. C'est mon beau-père, ai-je corrigé, comme je l'avais fait 1000 fois depuis mes 10 ans. C'est pareil, il t'a élevé, a-t-elle répliqué, avec ce ton de reproche qui me faisait sentir comme une enfant ingrate. Ensuite, Beto est entré, mon demi-frère,
le prince héritier de rien du tout. À 22 ans, Beto était un vrai nini, il n'étudiait pas parce que les études c'est trop long et trop nul, et il ne travaillait pas parce que Fermin lui avait mis dans la tête qu'il était destiné à être un chef, pas un employé. Il est entré en traînant les pieds, les yeux collés à l'écran de son nouveau téléphone, un iPhone qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de mes ouvriers. Mire, a-t-il dit sans lever la tête, en s'asseyant et en posant ses pieds avec des baskets sales sur la chaise en velours français qui appartenait à mon arrière-grand-mère. J'ai besoin de 5000 pesos. Enlève tes pieds de la chaise, Beto, ai-je dit, sentant ma patience s'étirer comme un élastique prêt à casser. Et pourquoi tu veux de l'argent maintenant? Je t'ai donné pour l'essence lundi. J'ai cogné le rétroviseur de la voiture, a-t-il dit en haussant les épaules, comme si c'était rien. Et le vieux du garage me fait payer ça. Si je paye pas, il va le dire à papa, enfin, à mon papa. J'ai regardé Fermin. Il était occupé à goûter le mol avec son doigt, en ignorant l'impolitesse de son fils. Bien sûr, pour Fermin, Beto était sa fierté, son prolongement, le garçon qui porterait son nom. Moi, j'étais juste un accessoire, un distributeur d'argent, un obstacle dans sa maison. Je ne vais rien te donner, Beto, ai-je dit fermement. Assume, ou demande à tes parents. Beto a lâché un petit rire moqueur, court et sec. Le PFF, t'es radine. T'as cette énorme maison, tu gagnes de l'argent, et tu peux pas aider ton petit frère. C'est pour ça que t'as pas de mec. Personne ne supporte une vieille femme aussi aigrie. Alberto, a crié ma mère, mais sans vraie force. Ne parle pas comme ça à ta sœur. Laisse-le, femme, a intervenu Fermin, la bouche pleine. Le garçon a raison. Mireia est devenue trop dure. Ça lui est monté à la tête, ce délire d'être la propriétaire. Elle croit que parce qu'un papier a son nom, elle commande ici. Je suis resté figé. J'ai posé le plateau de tortillas sur la table avec un bruit un peu plus fort que nécessaire. Ce n'est pas que je crois que je commande, Fermin. C'est que c'est ma maison. Légalement, moralement, historiquement. Vous vivez ici parce que je le permets, parce que j'aime ma mère. Mais ne tirez pas trop sur la corde. Fermin a arrêté de mâcher. Ses yeux, petits et noirs comme des boutons, se sont plantés dans les miens. Ce soir-là, son regard était différent. Ce n'était pas le mépris habituel, c'était quelque chose de plus dangereux. Du désespoir mélangé à une décision déjà prise. Les choses changent, ma petite, a-t-il dit doucement, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parfois la vie donne des leçons d'humilité quand on s'y attend le moins. Assieds-toi et mange. Aujourd'hui, on célèbre 20 ans depuis que j'ai pris le contrôle de cette famille. Je me suis assise, mais le nœud dans mon ventre m'a empêché d'avaler quoi que ce soit. J'ai regardé autour de la salle. Les murs étaient remplis de photos de Troyes, Fermin, Lucretia et Beto à Cancun, à Disneyland, en fait. Mes photos avec mon père Rogelio ou avec ma grand-mère avaient été progressivement reléguées dans des cartons au sous-sol ou dans ma chambre. Ils avaient colonisé mon espace, effacé mon histoire, et collé leur récit médiocre par-dessus l'héritage de ma famille. L'air dans la salle à manger était lourd, chargé d'électricité. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose allait arriver. Quelque chose se préparait derrière le sourire gras de Fermin et le silence coupable de ma mère. Pendant qu'il mangeait et parlait de banalités et des ragots du voisinage, et de la voiture que Beto s'achèterait l'année suivante quand les affaires de papa marcheront, mon esprit est parti dans le passé. J'avais besoin de fuir cette table, même si c'était seulement dans ma tête. Cette maison, la maison aux fleurs de pierre, comme l'appelait ma grand-mère, avait été mon refuge et ma prison. Je me rappelle le jour où tout a changé. J'avais 10 ans. Mes parents biologiques, Rogelio et Lucretia, ont divorcé. Un divorce sale, pas à cause des cris, mais à cause du silence. Mon père était un homme du nord de Chihuahua, peu de mots, mais un caractère d'acier. Ma mère, elle, était de la ville, douce, influençable, toujours inquiète de ce que les gens diraient. Ils n'allaient pas ensemble. Quand ils se sont séparés, mon père m'a assise dans la bibliothèque. Je me souviens de l'odeur de tabac et de cuir vieux qui l'accompagnait toujours. Le Mireia, ma petite, m'a-t-il dit en se mettant accroupi pour me regarder dans les yeux. Je dois partir au nord. Là-bas, il y a les terres. Là-bas, il y a le business. Ta mère ne veut pas venir, et le juge dit que tu dois rester avec elle. Mais écoute bien, cette maison était à ma mère, et maintenant elle est à toi.
Il a sorti une clé en fer, ancienne, lourde et froide. J'ai mis la maison à ton nom dans un fidéicommis. Personne ne peut la vendre. Personne ne peut te l'enlever. Ni ta mère, ni personne après. C'est ton refuge. Protège-le. Il est parti le même après-midi. Pendant des années, je me suis senti abandonné, même s'il envoyait l'argent à temps et qu'il appelait tous les dimanches. Mais un père au téléphone ne chasse pas les monstres sous le lit, ni les monstres qui s'assoient à table avec toi. 2 ans plus tard, Fermin est arrivé. Au début, il était charmant, des fleurs pour ma mère, des bonbons pour moi. Mais c'était un charme collant, faux. Comme architecte, j'ai appris à voir les défauts de structure avant que le bâtiment s'écroule. Et Fermin était un bâtiment avec des fondations pourries. Il a emménagé au bout de 6 mois, et l'invasion a commencé. D'abord, c'était le bureau de mon père. Fermin disait qu'il avait besoin d'un espace d'homme pour ses affaires. Il a sorti les livres d'histoire de mon grand-père et a installé une énorme télé et un mini-frigo. Ensuite, quand Beto est né, ma salle de jeu est devenue sa chambre. Mais ce que je ne lui ai jamais pardonné, ce qui a planté la graine de la haine dans mon cœur, c'est l'histoire de l'oranger. Dans le patio central, il y avait un oranger que ma grand-mère avait planté le jour de ma naissance. Elle disait que l'arbre et moi étions liés, s'il lui fleurissait, moi aussi. J'adorais m'asseoir à son ombre pour lire. Ses fleurs parfumaient toute la maison au printemps. Un jour, quand j'avais 15 ans, je suis rentré de l'école et j'ai entendu une tronçonneuse. Le bruit était violent, déchirant. J'ai couru au patio, mon sac rebondissant dans mon dos. Fermin était là, en sueur, en train de diriger 2 ouvriers qui coupaient le tronc de mon oranger. Les branches avec leurs fruits verts et leurs feuilles brillantes gisaient sur le sol, comme des membres amputés. Non, ai-je crié en courant vers eux. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon arbre. Fermin s'est retourné, essuyant sa sueur avec un mouchoir sale. Il m'a regardé comme on regarde un moustique. Ah, t'es rentré, Mireia. Il gênait. J'ai besoin de place pour agrandir le garage. J'ai acheté un nouveau pick-up, un Lobo, et il ne rentre pas avec ce vieux arbre-là. Mais c'est l'arbre de mamie, ai-je pleuré en serrant le tronc mutilé, sentant l'écorce rugueuse contre ma joue, sentant la sève fraîche qui avait une odeur de mort douce. Maman, dis quelque chose. Ma mère est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains. Elle a regardé l'arbre, elle m'a regardé, puis elle a regardé Fermin. J'ai vu le doute dans ses yeux, j'ai vu une douleur très brève, puis elle a vu le visage agacé de son mari. Mireia, s'il te plaît, ne fais pas un drame, a-t-elle dit en baissant les yeux. C'est juste un arbre. Ton père, Fermin, a besoin de place. C'est l'homme de la maison. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas sa maison, ai-je crié, la voix brisée. Elle est à moi. Fermin s'est approché, envahissant mon espace, sentant la sueur et une lotion bon marché. Tant que tu vis sous mon toit et que tu manges ma nourriture, c'est moi qui décide ce qu'on coupe et ce qu'on garde, petite. Et si tu continues à crier, toi aussi tu seras la prochaine chose que je mettrai dehors. Ce jour-là, quelque chose est mort en moi, avec l'oranger. J'ai compris que ma mère ne me défendrait jamais. J'ai compris que le papier, la loi, ça ne valait rien si je n'avais pas la force de l'imposer. Et j'ai appris à haïr, avec une patience froide et calculée. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, assise à cette table d'anniversaire, je regardais Fermin et je voyais le même homme qui avait coupé mon arbre, mais plus désespéré. J'avais entendu des rumeurs, ces investissements étaient des pyramides. Il devait de l'argent à des gens dangereux, des gens qui n'acceptent pas les excuses. Le dîner continuait. Beto se plaignait que le Wi-Fi était lent. Et, Mireia, a dit Fermin soudain, avec sa voix huileuse qui a coupé mes souvenirs. Je réfléchissais, cette maison est trop grande pour nous 4. L'entretien coûte une fortune. Les tuyaux sont vieux. Je l'ai restauré il y a 2 ans, Fermin, ai-je répondu sèchement. Elle est en parfait état. Oui, mais le quartier, tu sais, la circulation. Et puis Beto va avoir besoin de son propre espace, quelque chose de plus moderne, un appart à Santa Fe, peut-être. J'ai posé mes couverts. Et un ami à moi, un promoteur, est très intéressé par le terrain. Il offre une somme énorme. On pourrait vendre, acheter 2 appartements de luxe, un pour nous, un pour Beto et il resterait encore de l'argent à investir. Ce serait une super affaire pour la famille. Voilà. La proposition.
Il l'a glissé depuis des mois, mais jamais aussi directement. Non, ai-je dit simplement. Non. Fermin a serré la mâchoire. Réfléchis, Mireia. Ne sois pas égoïste. Ta mère et moi méritons une vieillesse tranquille, et ton frère mérite un avenir. Toi tu as déjà ta carrière, ça va. Mais Beto a besoin d'un coup de pouce. Beto a besoin de travailler, ai-je dit en regardant mon frère, toujours sur son téléphone, comme si on ne décidait pas sa vie. Et cette maison ne se vend pas. C'est l'héritage de ma famille. De ma famille, Fermin. Nous, on est ta famille, a-t-il explosé en frappant la table du plat de la main. Le verre de vin a tremblé. Vous êtes ma famille, oui, mais cette maison, c'est mon histoire. Et je ne vais pas te laisser la transformer en argent pour payer tes dettes de jeu ou tes affaires ratées. Le silence a été total. Ma mère a sangloté doucement. Fermin est devenu rouge, un rouge violent, mais il n'a pas crié plus. À la place, il a souri. Un sourire tordu, laid. D'accord, Mireia. D'accord. On ne parle pas business aujourd'hui. C'est une fête. Mais j'ai vu ses yeux, et j'ai su que la guerre venait d'être déclarée. Ce que je ne savais pas, c'est que l'attaque allait arriver si vite. Après le dîner, pendant que je ramassais les assiettes parce que Beto était fatigué d'avoir mangé et que ma mère devait retoucher son maquillage pour les invités, j'ai entendu le téléphone de Fermin sonner dans le bureau. Il était allé aux toilettes. En général, je ne suis pas du genre à espionner, mais l'instinct de survie, c'est quelque chose de puissant. Je me suis approché de la porte entr'ouverte du bureau. Le téléphone a arrêté de sonner, mais une minute plus tard, j'ai entendu la voix de Fermin. Il était entré par l'autre porte, celle qui donne sur le jardin. Il parlait à voix basse, mais l'acoustique de la vieille maison m'a aidé. Je t'ai déjà dit oui, El Château. Ne me mets pas la pression. Oui, je sais quel jour on est. Non, je n'ai pas encore le cash. Il y a eu une pause. J'ai entendu sa respiration rapide. Écoute-moi, enfoiré. La maison est à moi. Bon, elle est à la vieille, mais elle fait ce que je dis. La fille, c'est le problème. C'est une chienne obstinée. Non, ne t'inquiète pas pour elle. Ce soir, je règle ça. Oui, j'ai les papiers prêts depuis des semaines. Le notaire, c'est ton cousin, non? Parfait. Oui, je vais la faire signer. Par la douceur ou par la force? Non, elle n'a personne. Son père biologique ne se souvient même pas d'elle. Il vit perdu dans la campagne. Oui. Demain, tu as l'acte comme garantie, mais ne touchez pas à mon fils. Si vous touchez un seul cheveu de Beto, d'accord? Je me suis éloigné de la porte, le cœur qui tapait dans ma gorge. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber la pile d'assiettes sales. Ce n'était pas juste de la cupidité, c'était de la peur. Fermin devait de l'argent à des prêteurs. Et El Château, au Mexique, ça veut dire gros problème. Et il avait promis ma maison comme garantie, par la douceur ou par la force. Je suis monté en courant dans ma chambre. Je devais réfléchir. Je devais appeler quelqu'un. La police? Il se serait moqué. Agent, mon beau-père veut me forcer à signer des papiers. Ils auraient dit que c'était une affaire civile. Ma tante Chelot? Elle vivait de l'autre côté de la ville, et elle était déjà âgée. J'ai regardé mon téléphone. Le contact papal était là. Je ne l'avais pas appelé depuis des mois, seulement quelques messages de temps en temps, joyeux anniversaire, joyeux Noël. C'était un homme occupé, puissant, distant. Est-ce qu'il s'en soucierait? Fermin avait dit que mon père ne se souvenait même pas de moi. Ce doute, planté pendant des années par ma mère et mon beau-père, m'a paralysé. Et là, d'un coup, la porte de ma chambre s'est ouverte violemment. Sans frapper. Dans cette maison, ma vie privée n'existait pas. C'était Fermin. Il n'avait plus la veste de son costume. Ses manches étaient retroussées, et il tenait un dossier bleu dans la main. Derrière lui, comme une ombre triste, il y avait ma mère. Mireia, il faut qu'on parle, a-t-il dit en fermant la porte, à clé. Le bruit de la clé qui tourne a été comme un coup de feu dans le silence de ma chambre. Je dois descendre accueillir les invités, ai-je dit en essayant d'avoir l'air ferme, même si mes jambes tremblaient. Les invités peuvent attendre. Ça, c'est plus important.
Il a jeté le dossier sur mon lit, sur la couverture blanche que ma grand-mère avait brodée. C'est une cession de droit. Simple. Tu transfères la propriété au nom de ta mère. Elle est la matriarche. C'est ce qui est juste. Non, ai-je dit en reculant jusqu'à ce que mon dos touche mon bureau. Je t'ai déjà dit non. Et j'ai entendu ton appel, Fermin. Je sais que tu dois de l'argent à des gens dangereux. Je ne vais pas te laisser livrer ma maison à des criminels. Le visage de ma mère s'est décomposé. Tu as espionné ton père? A-t-elle chuchoté, choquée. Le Mireia, c'est mal élevé. Maman, sérieux, ai-je crié, désespéré. Et il veut vendre la maison pour payer ses dettes de jeu ou ses arnaques. On va finir à la rue. Toi aussi. Il sait ce qu'il fait. A-t-elle répété comme un mantra cassé. Il va nous protéger. Signe, ma fille. S'il te plaît, ne fais pas que ça devienne moche. Fermin a fait un pas vers moi. Dans cet espace fermé, il paraissait énorme. Son odeur d'alcool et de sueur rance a rempli l'air. Ta mère a raison, Mireia. Ne fais pas que ça devienne moche. Je suis l'homme de cette maison. J'ai supporté tes caprices, ta supériorité, tes regards de dégoût pendant 20 ans. Mais c'est fini. J'ai besoin de cette signature. Maintenant. Non, ai-je dit. Fermin a ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Tu crois que tu es courageuse parce que tu as un diplôme et de l'argent à la banque. Mais ici, dans cette chambre, tu es juste une femme seule, contre un homme désespéré. Et crois-moi, ma petite, tu ne veux pas voir à quel point je peux être désespéré. En bas, on a frappé à la porte d'entrée. La sonnette a sonné avec insistance. Les premiers invités. Fermin s'est passé la main dans les cheveux, remettant son masque d'homme respectable. Sauvé par la cloche, a-t-il murmuré. Il s'est approché de moi, collé à mon visage, et a chuchoté à mon oreille, avec une haleine chaude qui m'a donné la nausée. Descends. Souris. Serre les verres. Mais quand le dernier invité sera parti, toi et moi, on finit cette discussion. Et tu vas signer. Même si je dois te casser les doigts un par un. Il a ouvert la porte et il est sorti. Ma mère est restée une seconde, à me regarder avec des yeux pleins de larmes. Fais-le pour la famille, Mireia, a-t-elle dit, puis elle est partie derrière lui. Je suis resté seul, en tremblant. J'aurais dû partir. J'aurais dû sauter par la fenêtre, courir dans la rue. Mais c'était ma maison. Mon refuge. Je n'allais pas les laisser me chasser. Je me suis dit qu'avec du monde en bas, je serais en sécurité. Je me suis dit que je pourrais tenir. Mon Dieu, j'avais tellement tort. La fête a été une torture lente, comme une torture chinoise, douleur après douleur. Le patio central là où mon oranger avait vécu, et où il n'y avait plus qu'un sol gris en béton pour la voiture de Fermin a été rempli de gens. Ils avaient engagé un trio de boléros qui jouaient faux. Des lumières de couleur étaient accrochées aux poutres, donnant à ma belle maison coloniale l'air d'une cantine bon marché. Les invités étaient surtout des associés louches de Fermin et des amis superficiels de ma mère. Des gens qui me saluaient d'un baiser dans l'air sans toucher ma joue, et qui me demandaient. Et toi, c'est pour quand le mariage, ma belle? Avec cette fausse pitié que les dames de la haute société utilisent comme un couteau. Moi, je bougeais entre eux comme un fantôme, servant des verres, ramassant des serviettes. Je me sentais dissocié, comme si je regardais un film d'horreur où je suis l'héroïne qui crie, mais personne ne l'entend. Beto était dans un coin avec ses amis, buvant de la tequila directement à la bouteille, en rigolant fort. Je l'ai vu me montrer du doigt et dire quelque chose. Ses amis ont ri et m'ont regardé de haut en bas sans aucune gêne. Je me suis senti sale. Fermin, lui, était dans son élément. Un verre de cognac dans une main, un cigare dans l'autre, il se promenait entre les groupes, riait fort, tapait sur les épaules. On aurait dit le roi du monde. Personne n'aurait imaginé qu'il y a 1 heure, il m'avait menacé de me casser les doigts. Vers 23 heures, quand l'alcool avait déjà libéré les langues et flouté les jugements, Fermin a demandé le silence. Il a tapé son verre avec une cuillère. Tiens. Amis, famille. L'a-t-il lancé, avec une voix pâteuse. Merci d'être venu fêter 20 ans d'amour avec ma belle Lucretia. Il y a eu des applaudissements dispersés. Ma mère a souri timidement à côté de lui, accrochée à son bras comme à une bouée.
Ça fait 20 ans de lutte, a continué Fermin, en jouant l'émotion comme au théâtre. De construire un foyer, d'élever des enfants. Et en parlant d'enfants, je veux faire une annonce spéciale. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai posé le plateau de petits fours sur une table. Qu'est-ce qu'il allait faire? Fermin m'a cherché du regard dans la foule. Ses yeux brillaient d'une méchanceté froide. Ma belle-fille, Mireia, où es-tu, ma fille? Viens ici. Tout le monde s'est tourné vers moi. Je n'avais pas le choix, je me suis approché, en marchant raide, sentant les regards se planter dans ma peau. Fermin a passé un bras autour de mes épaules. Son poids m'étouffait. Il sentait le tabac rance et le danger. Mireia est une grande femme, architecte, indépendante. Mais elle sait que la famille passe avant tout. Aujourd'hui, comme cadeau d'anniversaire, et comme preuve d'amour pour son frère. Mireia a pris une décision noble. Il a fait une pause dramatique. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'on allait l'entendre. Mireia a décidé de céder la propriété de cette maison à la famille. L'a-t-il annoncé en levant son verre, pour assurer l'avenir de son frère Alberto et le bien-être de ses parents. Un applaudissement pour cette fille exemplaire. Le patio a explosé d'applaudissements et de cris. Bravo! Quel beau geste, criait-il. Beto a sifflé et a levé sa bouteille, fier comme un gagnant. Ma mère pleurait d'émotion, en hochant la tête comme si c'était vrai. C'était un piège. Une embuscade publique. Il utilisait la pression sociale pour me forcer à accepter, pour que je ne puisse plus refuser sans passer pour une menteuse et une égoïste devant tout leur cercle. Si je disais non là, je l'humiliais, et humilier un macho bourré, c'est dangereux. Mais j'ai regardé le sol en béton. J'ai regardé l'endroit où mon oranger avait été. J'ai pensé à ma grand-mère Elvira. J'ai pensé à mon père Rogelio me donnant la clé. Cette maison est ton refuge. Je me suis dégagé du bras de Fermin d'un mouvement brusque. Le silence est tombé sur le patio comme une couverture lourde. C'est faux, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle est sortie claire, froide, tranchante. Le sourire de Fermin s'est figé. Mireia, ne sois pas timide. A-t-il tenté, en serrant mon épaule fort, ses doigts plantés dans ma chair. Je ne suis pas timide, Fermin. Je suis honnête. J'ai repoussé sa main. J'ai regardé les invités, un par un. Cette maison est à moi. Elle appartenait à ma grand-mère. C'est mon patrimoine. Je ne vais la céder à personne, et encore moins pour payer les dettes d'un homme qui a gaspillé l'argent de ma mère dans les jeux et les arnaques. On a entendu des souffles choqués. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Le beau collectif était énorme. J'avais dit l'interdit. J'avais sorti la saleté au grand jour. Fermin est devenu violet. Les veines de son cou se sont gonflées. Tu es bourré, a-t-il sifflé, essayant de sauver la face. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Le stress du travail. Je n'ai pas bu une goutte, ai-je dit en reculant d'un pas. Et toi, tu es un menteur et un parasite, Fermin. Cette fête est finie. Je veux que tout le monde sorte de ma maison. Maintenant. C'était le moment où je me suis senti la plus puissante de ma vie. Et aussi le moment où j'ai signé ma condamnation. Les invités, gênés, en murmurant, ont commencé à partir vite. Personne ne veut rester au milieu d'une dispute de famille. En 10 minutes, le patio était vide. Le trio de boléro a rangé ses guitares et s'est enfui sans même réclamer l'argent. Je suis resté seul au centre du patio. Le silence est revenu, mais ce n'était pas la paix. C'était le calme avant l'ouragan. Fermin a fermé le grand portail à clé. J'ai entendu le claque métallique. Puis il s'est retourné. Il n'y avait plus de masque. Il n'y avait que de la haine pure, mélangée à l'alcool et à l'humiliation. Je t'avais dit, a-t-il soufflé en avançant vers moi, de ne pas rendre ça moche. Je reculais vers le grand salon. C'était une pièce immense, au plafond haut, dominée par une cheminée, et sur le mur du fond, la vitrine. Cette vitrine était le joyau de la maison. Un meuble en acajou sculpté à la main, du 19e siècle, avec des portes en verre biseauté que ma grand-mère avait ramenées d'Europe. À l'intérieur, il y avait la collection de porcelaine Talavra et de cristal de Murano de la famille. C'était beau. Fragile. Sacré. Fermin est entré dans le salon, suivi de Beto et de ma mère. Beto ne riait plus.
Il avait l'air effrayé, mais il n'a rien fait pour arrêter son père. Il s'est collé au mur, sortant son téléphone. Pour appeler la police? Non. Pour filmer. Le réflexe de sa génération, enregistrer la catastrophe au lieu de l'empêcher. Ma mère a couru vers moi et a attrapé mes mains. Ses mains étaient glacées et moites. Mireia, tu es folle? Tu l'as humilié. Demande-lui pardon, s'il te plaît. Signe les papiers, demande-lui pardon, et peut-être il nous pardonnera. Je l'ai regardé, sans y croire. Et qu'il me pardonne? Maman, il veut me voler. C'est ton père, a crié ma mère. Ce n'est pas mon père, ai-je crié. Fermin nous a rejointes. D'un geste violent, il a repoussé ma mère, qui est tombée contre le canapé. Elle s'est recroquevillée là, en sanglotant, en devenant petite, invisible. La technique de l'autruche. Fermin m'a attrapé par les cheveux. J'ai senti une douleur vive sur mon cuir chevelu, comme s'il m'arrachait la peau. Il m'a traîné vers la table basse où le dossier bleu était encore posé. Le signe, a-t-il rugi, en me crachant au visage. Le signe, salope. Tu te crois maligne? Tu te crois meilleur que moi. Tu n'es qu'une chienne ingrate. Lâche-moi. Je lui ai donné un coup de talon dans le tibia. Il a hurlé et il m'a lâché une seconde. J'en ai profité pour courir, mais pas vers la porte. Elle était fermée. Je suis parti vers l'autre côté du salon, cherchant quelque chose. Un objet lourd, le tisonnier de la cheminée, n'importe quoi pour me défendre. Mais il a été plus rapide. La rage lui donnait une vitesse impossible pour son gros corps. Il m'a rattrapé juste devant la vitrine. « Tu vas mourir ici si tu ne signes pas », a-t-il crié. Et là, ses yeux ont changé. Ils sont devenus vides. Il a levé les mains, et avec toute la force de ses 100 kilos et de son orgueil blessé, il m'a poussé. Ce n'était pas un petit coup pour m'écarter. C'était un coup pour me détruire. J'ai senti mes pieds quitter le sol. Le temps s'est étiré. Cette ralentie dont parlent les survivants. J'ai vu le visage terrorisé de ma mère sur le canapé. J'ai vu le flash du téléphone de Beto. Et j'ai vu le verre biseauté de la vitrine s'approcher de mon dos. L'impact n'a pas fait mal au début. C'est le son qui a frappé. Crac. Le bois qui se casse. Le verre qui éclate. Le tintement aigu de sang de porcelaine qui se pulvérise. Mon corps a traversé les portes de la vitrine comme si c'était du papier. J'ai senti les étagères en bois cogner mes côtes, l'air quitter mes poumons dans un cri silencieux. Et puis la pluie. Une pluie de morceaux de verre, tranchants comme des scalpels, qui tombaient sur moi, s'enfonçant dans ma peau, dans mes vêtements, dans mon visage. Je suis tombé au sol au milieu des débris de mon héritage. Le silence après ça a été total. On n'entendait que ma respiration coupée, humide. J'ai essayé de bouger. Une douleur brûlante a traversé mon dos et mon bras droit. J'ai regardé mon bras. Un morceau de cristal de Murano, un bout d'un vase bleu, était planté profondément dans mon avant-bras. Le sang jaillissait en gros jets, sombre et épais, tachant le tapis perçant, tachant les morceaux de talavra blanche. J'ai levé les yeux. Le sang entrait dans mon œil, brouillant ma vision. Fermin était debout au-dessus de moi, respirant fort. Il avait une petite coupure sur la joue, là où un éclat l'avait touché. Il me regardait avec un mélange d'horreur et de satisfaction. « Regarde ce que tu m'as obligé à faire », a-t-il dit, la phrase classique de l'agresseur. La faute est toujours sur la victime. J'ai regardé ma mère. Elle était assise sur le canapé, les mains sur la bouche. Ses yeux étaient fixés sur moi, sur le sang qui s'étalait par terre comme une carte de ma douleur. « Maman ?» l'ai-je murmuré. Ma voix faisait un bruit de gorge, comme si je gargouillais. « Aide-moi. » Elle a baissé ses mains. Ses lèvres tremblaient. Elle a fait un geste pour se lever. « Lucrezia » a aboyé Fermin. « Si tu bouges, tu y passes aussi. » Ma mère s'est figée. Elle m'a regardé une dernière fois, les yeux pleins de larmes, puis elle a baissé la tête. Elle a regardé ses mains sur ses genoux. Elle a choisi. Elle a choisi sa peur. Elle a choisi son bourreau. Elle m'a laissé me vider de mon sang sur le sol de ma propre maison. Beto continuait à filmer, ou peut-être à envoyer des messages. « Papa, elle saigne beaucoup », a dit Beto avec une voix tremblante.
Je crois que tu as touché une artère. Elle va mourir. Elle ne va pas mourir, a dit Fermin, mais sa voix était moins sûre. C'est du cinéma. Elle fait du drame. J'ai essayé de me relever, mais le monde s'est mis à tourner. La douleur dans ma tête a explosé. L'obscurité a commencé à manger les bords de ma vision. Appelle une ambulance. L'ai-je supplié. Fermin s'est accroupi près de moi. Pas pour m'aider. Pour attraper le dossier bleu tombé à côté. Le signe d'abord, a-t-il murmuré. Il a mis le papier taché de MON propre sang devant mon visage. Le signe, et j'appelle l'ambulance. Ou meurs ici, et je falsifierai ta signature après. Ça m'est égal. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait fait de ma vie un enfer, et j'ai rassemblé la dernière goutte de force qui me restait. J'ai craché du sang sur le papier. Juste sur la ligne de la signature. Fermin a crié de dégoût et a reculé. Et là, j'ai entendu des coups à la porte. Des coups forts. Désespérés. Abraham. J'ai appelé la police. C'était la voix de Donia Remedio, la voisine. Fermin a blêmi. On se casse, a-t-il dit à ma mère. On se casse, Lucrezia. Prends l'argent du coffre et on se casse. J'ai vu leurs chaussures passer en courant près de moi. J'ai vu les talons de ma mère hésiter une seconde, puis suivre les pas lourds de son mari. Ils m'ont laissé. Seul. Au milieu du verre brisé. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mon oranger. Je me suis dit que, peut-être, j'allais enfin rejoindre ma grand-mère, et je me suis laissé emporter par l'obscurité. Le réveil n'a pas été comme dans les films. Je n'ai pas ouvert les yeux d'un coup. Ça a été lent. Douloureux. Comme remonter à la surface depuis le fond d'un lac de goudron. D'abord, il y a eu l'odeur, antiseptique, propre, froide, impersonnelle. Rien à voir avec l'odeur métallique du sang et la poussière de la vieille maison. Ensuite, le son, un bip régulier. Bip. 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 Le son de la vie accrochée à une machine. Puis les voix, lointaines, des murmures, le grincement de chaussures en caoutchouc sur le sol. Et enfin, la lumière. J'ai ouvert les yeux, et une lumière blanche, fluorescente, agressive m'a planté un couteau dans les rétines. J'ai gémi et j'ai essayé de lever la main pour me protéger, mais ma main ne répondait pas. Elle était lourde. Immobilisée. J'ai regardé en bas. Mon bras droit était enveloppé dans de grosses bandes. Bloqué. Sur ma main gauche, j'avais une perfusion. J'ai touché mon visage, un bandage couvrait mon front et une partie de ma tête. Je me sentais comme une poupée de chiffon qu'on aurait déchirée puis recousue n'importe comment. Vous? Ma gorge était sèche, comme si j'avais avalé du verre broyé. J'ai tenté de me redresser, mais une douleur dans les côtes m'a forcé à retomber dans l'oreiller. J'étais seul. La chambre était privée, grande, luxueuse. Ça ne ressemblait pas à une chambre de la Croix-Rouge où on t'emmène en urgence. Il y avait un canapé en cuir beige, une télévision à écran plat et une grande fenêtre qui montrait les lumières de Mexico la nuit. Combien de temps avait passé? La peur m'a frappé d'un coup. Et si Fermin était revenu? Et s'il m'avait retrouvé? J'ai cherché le bouton d'appel pour l'infirmière, le panique qui montait dans ma poitrine. Et là, la porte de la salle de bain de la chambre s'est ouverte. Un homme est sorti. Grand. Épaules larges. Il portait un costume noir impeccable, sans cravate. Dans ses mains, il tenait un chapeau texan en feutre noir, un de ces chapeaux qui coûtent plus cher qu'une petite voiture dans le Nord. Il s'est tourné. C'était un visage que je n'avais pas vu en vrai depuis 20 ans. Seulement sur WhatsApp, où on appelle vidéo pixelisée. Ses cheveux étaient grisonnants. Sa peau était marquée par le soleil du désert de Chihuahua. Et ses yeux, des yeux noirs, profonds, d'habitude durs comme la pierre. Mais là, en me regardant, ses yeux étaient humides. Papa. L'ai-je chuchoté. Je ne savais pas si c'était une hallucination à cause de la morphine. Don Rogelio le patron, comme on l'appelait sur ces terres, s'est approché du lit. Il n'a pas couru. Il ne courait jamais. Il marchait avec la sécurité de quelqu'un qui se sent propriétaire du sol sous ses pieds. Il a posé son chapeau sur la table de nuit et il a pris ma main gauche, celle qui n'était pas cassée, entre ses mains. Ses mains étaient grandes, chaudes, pleines de callosité.
Des mains qui avaient dompté des chevaux et construit un empire d'élevage. Je suis là, ma fille. Sa voix était grave, rugueuse, comme des pierres qui roulent dans une rivière. Je suis là. Les larmes ont coulé sur mes joues, brûlant dans les coupures de mon visage. Ah comment tu as su? Donia Remedio, a-t-il dit. Ta voisine est une sainte, mais aussi une commère de première. Elle avait le numéro de ta tante Chelot. Chelot m'a appelé. J'étais à une vente aux enchères de bétail à Monterrey. J'ai pris le jet privé. J'ai atterri il y a 2 heures. Il a serré ma main un peu plus fort. Le médecin dit que tu as perdu beaucoup de sang. Ils ont dû te faire 2 transfusions. Tu as 40 points de suture au bras, 12 au visage, et 2 côtes fissurées. Sa voix s'est cassée une seconde, et j'ai vu passer sur son visage une ombre de rage pure. Une rage tellement intense que ça m'a fait peur, même si ce n'était pas contre moi. Ils ont aussi dû te retirer des morceaux de verre coincés, avec des pinces. Fermin. L'ai-je soufflé. Il m'a poussé contre la vitrine. Maman était là, papa. Elle a vu, et elle n'a rien fait. Ils sont partis. Ils m'ont laissé par terre. Rogelio a hoché la tête lentement. Son visage s'est durci, comme un masque en pierre. Je sais. La police a déjà pris ta déclaration préliminaire pendant que tu étais à moitié consciente. Et Remedio leur a raconté ce qu'elle a vu et entendu. J'ai peur, papa. L'ai-je dit. Il a des amis dangereux. L'El Château, il doit de l'argent, il veut vendre la maison. Il a dit qu'il falsifierait ma signature. Rogelio a lâché un petit rire sec, sans joie. Il s'est penché vers moi, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Une promesse de violence contrôlée, stratégique, totale. Mireia, écoute-moi bien. Cet homme, ce Fermin, c'est un ver. Et les vers ne font pas peur aux aigles. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville. J'ai déjà passé quelques coups de fil, a-t-il dit, dos à moi. J'ai bloqué tout mouvement au registre public de la propriété. Cette maison est blindée. J'ai mis de la sécurité privée devant ta chambre et à l'entrée de l'hôpital. Personne n'entre ici sans ma permission. Il s'est retourné. Les pour El Château, je connais son chef. Dans le Nord, on respecte la hiérarchie. Disons que la dette de Fermin a changé de propriétaire. Maintenant, il me doit à moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé, à la fois soulagé et terrifié. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, quand le juge m'a dit que je ne pouvais pas t'emmener avec moi. Il est revenu s'asseoir près de moi et il a caressé mes cheveux avec une tendresse maladroite. Je vais protéger ce qui est à moi. Et toi, ma fille, tu es ce que j'ai de plus précieux. Personne ne touche à ma fille et continue à marcher librement. Personne. Et maman, ai-je demandé, la question qui faisait le plus mal. Rogelio a soupiré. Ta mère a choisi son camp, Mireia. Quand elle t'a vu saigner et qu'elle a détourné le regard, elle a perdu le droit d'être appelée mère. Elle tombera avec lui. C'est la loi de la vie. Si tu dors avec des chiens, tu te réveilles avec des puces. Et si tu protèges un criminel, tu deviens un criminel. Je me suis laissé retomber sur l'oreiller, sentant que la douleur physique commençait à être remplacée par une sensation étrange, de paix. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin d'être forte. Je n'avais pas besoin d'être l'adulte. Mon père, l'ogre du Nord dont ma mère parlait toujours mal, était là. Et il avait apporté la guerre avec lui. Repose-toi, Mija, a-t-il dit en éteignant la grande lumière, en laissant seulement une petite lampe douce. Dors. Quand tu te réveilleras, le monde sera différent. Je te le promets. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé d'arbres coupés ni de cris. J'ai rêvé d'un lion qui rugissait à la porte de ma maison, faisant fuir les hyènes. Les jours suivants à l'hôpital n'ont pas été juste une guérison du corps. C'était une métamorphose. Je me suis réveillé le 3e jour au son de la pluie qui frappait la grande vitre de la chambre luxueuse de l'hôpital Angeles. Le ciel de Mexico était gris, lourd, comme s'il pleurait sur la pollution. Mais ici, l'air était filtré, propre, et ça sentait le café frais. J'ai essayé de bouger, et la douleur m'a rappelé que j'étais encore en vie. Ce n'était plus la douleur aiguë du choc contre la vitrine. C'était une douleur sourde,
profonde, qui battait dans mes côtes fissurées à chaque respiration. Mon bras droit, emballé dans des couches de gaz, reposait sur un oreiller. Je sentais les poings tirer ma peau, 40 petites piqûres, 40 rappels que mon beau-père avait essayé de m'effacer. J'ai tourné la tête. Mon père Rogelio était assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. Il ne dormait pas. Il lisait des documents juridiques, avec des lunettes de lecture au bout du nez. Une image tellement simple, et pourtant tellement étrange, par rapport au patron du Nord que j'avais dans ma tête. « Mais tu es réveillé ?» a-t-il dit sans lever les yeux. « Et il est quelle heure ?» ai-je demandé, la voix rauque. « Il est 10 heures du matin. Le médecin est passé tout à l'heure. Il dit que la blessure au front cicatrise bien, mais tu auras une marque. » Il a retiré ses lunettes et m'a regardé. Ses yeux noirs, d'habitude durs, étaient fatigués, mais doux. « Une marque de guerre, dirait ton grand-père. » Je me suis touché le bandage sur le front. « Papa, pourquoi on n'a pas encore appelé la police ?» La question me brûlait. Chaque minute qui passait, Fermin pouvait s'enfuir. Il pouvait vendre les bijoux de mamie. Il pouvait. Rogelio s'est levé. Chemise blanche impeccable, ouverte au col, pantalon sombre. Il est venu près du lit et m'a donné un verre d'eau avec une paille. « Un bois ?» a-t-il ordonné doucement. J'ai obéi. L'eau froide a calmé le feu dans ma gorge. « Mireia, écoute-moi bien » a-t-il commencé en s'asseyant au bord du lit. Dans le Nord, on a un proverbe. Si tu tires sur le coyote et que tu le blesses seulement, il reviendra pour tes poules. Si tu veux le tuer, assure-toi qu'il ne se relève pas. Fermin n'est pas un coyote, c'est un rat, ai-je répondu avec amertume. Les rats sont pires, a-t-il dit. Il glisse partout. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Si on avait appelé la police la nuit de l'accident, qu'est-ce qu'on aurait eu? Un rapport de violence familiale. Fermin aurait dit que tu as glissé, que tu étais hystérique. Ta mère, que Dieu lui pardonne, aurait confirmé son histoire. Beto aurait dit qu'il n'a rien vu. Ce serait ta parole contre celle de 3 personnes. J'ai eu un frisson. Il avait raison. Dans ce pays, la justice est parfois un jeu de chiffres, et moi, j'étais en minorité. Mais on a la vidéo? L'ai-je murmuré. Oui, on a la vidéo, mais ça prouve seulement l'agression. Moi, je ne veux pas que Fermin fasse quelques années de prison et qu'il sorte pour bonne conduite, juste pour venir te harceler après. Moi, je veux le détruire. Je veux qu'il perde sa liberté, son argent, sa réputation, et même l'envie de vivre. Alors, c'est quoi le plan, ai-je demandé. Rogelio a souri. Un sourire de prédateur. Le sourire d'un homme qui sait qu'il a déjà gagné, mais qui aime regarder l'autre se débattre. On lui donne de la corde pour qu'il se pende tout seul. J'ai gardé un silence total. Personne ne sait que tu es réveillé. Personne ne sait que je suis ici. Pour Fermin et Lucrezia, tu es en soins intensifs, peut-être en train de mourir. Ils doivent être terrorisés au début, oui. Mais la peur mélangée à l'avidité pousse les gens à faire des bêtises. Mon enquêteur privé, Victor, a intercepté leurs appels. Tu sais ce qu'ils ont fait hier? J'ai secoué la tête, en redoutant la réponse. Fermin a contacté un notaire, un certain licencié Prisiliano. Un type connu dans le milieu pour légaliser l'illégal. Fermin lui a dit qu'il devait vendre la maison en urgence. Il a dit qu'il lui fallait l'argent pour tes traitements médicaux. J'ai lâché un rire incrédule, qui s'est transformé en toux douloureuse. Mes traitements. Il veut payer El Château? Exactement. La dette avec le prêteur expire demain. Si Fermin ne paye pas, il sait qu'on va lui casser les jambes, ou pire. Donc il est désespéré. Il va falsifier ta signature. Il va présenter une procuration fausse, en disant que tu lui as donné le pouvoir avant l'accident. C'est une fraude. L'ai-je soufflé? Oui. Fraude, falsification de documents, usurpation d'identité, tentative de vente d'un bien qui ne lui appartient pas. Et avec la tentative d'homicide, on parle de 30 à 40 ans. Sans liberté sous caution. Rogelio a pris ma main. Sa paume était rugueuse, réelle. Demain à 11 heures, ils ont rendez-vous chez le notaire. On va être là, ai-je demandé, en regardant mes bandages. Papa, je n'arrive même pas à aller aux toilettes seul. Tu iras en fauteuil roulant s'il faut. Mais tu dois être là.
Tu dois le voir tomber. Tu dois reprendre ton pouvoir, ma fille. Tu ne peux pas rester dans ce lit en étant la victime. Tu dois être le bourreau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Dans ma tête, je revoyais ma mère qui me tournait le dos, encore et encore. Comment elle faisait pour dormir, elle? Comment elle mangeait, respirait, en sachant que sa fille était à l'hôpital à cause de son mari? La trahison du sang est une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Tu peux recoudre la peau, tu peux réparer les os. Mais le trou dans l'âme, là où l'amour maternel devrait être, reste ouvert pour toujours. Et puis j'ai regardé le canapé. Rogelio ronflait doucement. Il était venu. Il avait laissé ses affaires, ses ranchs, sa vie, pour s'asseoir sur une chaise inconfortable et garder mon sommeil. Peut-être que j'avais perdu une mère. Mais j'avais retrouvé un père. Et cet échange, même douloureux, me donnait la force pour ce qui allait venir. La matinée de la confrontation s'est levée avec un orage électrique au-dessus de Mexico. Le ciel se déchirait, comme si le monde savait qu'aujourd'hui, quelque chose allait se briser en plus de la pluie. Le fait de m'habiller a été une torture. Les infirmières m'ont aidé à mettre un pantalon large en lin et une blouse en soie qui cachait les bandages sur mon torse, mais laissait voir le plâtre sur mon bras. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mon visage était jaune et violet à cause des bleus. La coupure au front était rouge et gonflée. Je voulais arranger mes cheveux pour cacher la cicatrice, mais mon père m'a arrêté depuis la porte. Ne cache pas tes blessures. Qu'il les voie. Qu'ils voient ce qu'ils t'ont fait. Ta douleur, c'est ta preuve. Nous sommes sortis par une porte arrière, escortés par deux hommes énormes que mon père avait amenés du nord. Ils s'appelaient El Tigre et Santos. Ils ne parlaient pas. Ils regardaient tout autour, comme des aigles. Le trajet dans la voiture blindée s'est fait en silence. Je regardais les rues mouillées, les vendeurs qui couvraient leurs stands avec du plastique, les embouteillages. Tout avait l'air normal. Et ça me rendait folle. Comment le monde pouvait continuer à tourner, quand ma vie s'était arrêtée si violemment? Nous sommes arrivés au centre historique. Le notaire était dans un vieux bâtiment colonial sur la rue Doncel, un quartier de librairies anciennes et de bureaux gouvernementaux. Le licencié Valdès, l'avocat de mon père, nous attendait dans le hall. « Ils sont en haut » a-t-il dit en regardant sa montre. Ils sont arrivés il y a 15 minutes, Fermin, Lucretia, Beto, et l'acheteur. Mais en réalité, l'acheteur est l'un de nos hommes, il fait semblant d'être le prête-nom d'El Château. L'acheteur est à nous, ai-je demandé, surprise. Rogelio a lâché un petit rire sec. Ma fille, je ne laisse pas de détails au hasard. J'ai acheté la dette de Fermin et j'ai placé l'acheteur. Je contrôle chaque pièce sur l'échiquier. Fermin joue tout seul, et il ne le sait même pas. Nous sommes montés en ascenseur. Ça sentait l'humidité et la cire. Mon cœur battait tellement fort que j'entendais à peine l'ascenseur. Respire, a murmuré mon père en posant une main lourde sur mon épaule. Aujourd'hui, la peur se termine. Les portes se sont ouvertes au 3e étage. Un long couloir au sol en marbre usé menait à une porte en bois avec du verre opaque. On pouvait lire. Licencié Prisiliano Gutiérrez, un notaire public. Et on entendait les voix à travers la porte. Et je veux que le paiement soit en virement immédiat. Aujourd'hui même, disait Fermin. Sa voix était anxieuse, aiguë. J'ai des engagements à couvrir. Calmez-vous, don Fermin, a répondu une voix inconnue, l'acheteur infiltré. L'argent est prêt. On a juste besoin de signer l'acte. Vous avez la procuration de mademoiselle Mireia? Elle est là, a dit Fermin. J'ai entendu des papiers bouger. Elle me l'a signé la semaine dernière avant son voyage. Elle est partie en Europe, vous savez, des trucs d'architecte. J'ai fermé les yeux. Partie en Europe. Il n'avait même pas la décence d'inventer un mensonge crédible sur mon hospitalisation. Il m'avait effacé de la carte. Ah très bien, a dit le notaire, d'un ton gras et désagréable. La procuration semble légitime, même si la signature est un peu tremblante, non? Elle était nerveuse à cause du voyage, a intervenu ma mère. Entendre sa voix, c'était comme une gifle. Elle continuait à jouer son rôle. Valdès nous a fait un signe. C'était le moment. El Tigre a ouvert la porte d'un coup, sans frapper. La scène s'est figée. C'était un petit bureau rempli d'étagères avec des livres de droit que personne ne lisait.
L'air était sale, avec une odeur de cigarette même si c'était interdit de fumer. Fermin était debout, penché sur le bureau. Lucrezia était assise, accrochant son sac, les jointures blanches. Beto était dans un coin, mâchant du chewing-gum, la bouche ouverte. Quand ils m'ont vu entrer appuyé sur une canne, le bras en écharpe, le visage transformé en carte de violence, le silence est devenu total. Un silence lourd, physique, qui t'écrase les poumons. Fermin est devenu pâle. Pas blanc, gris. Comme la cendre d'une cigarette morte. Le Mireia. A chuchoté ma mère. Elle a voulu se lever, mais ses jambes ont flanché et elle est retombée sur la chaise. Continuez, s'il vous plaît, a dit mon père, sa voix remplissant la pièce comme un tonnerre lointain. Vous parliez d'un voyage en Europe, c'est ça? Fermin a avalé sa salive. Il a regardé mon père, puis les gardes, puis l'acheteur, et il a compris. Dans ses yeux, j'ai vu le moment exact où son cerveau a compris qu'il était dans un piège. Et qui êtes-vous? A demandé le notaire, essayant d'être indigné, mais son menton tremblait. C'est une transaction privée. Je suis le père de la propriétaire de la maison que vous essayez de voler, a dit Rogelio en avançant calmement vers le bureau. Il a pris la procuration et il l'a lue. Alors? Moi, Mireia Carter, cède tous les droits intéressants. Surtout que la date de la signature est d'hier. Et hier, ma fille était sous sédatif à l'hôpital, après que cet animal, il a désigné Fermin, l'ait envoyé contre une vitrine. C'est faux, a crié Fermin, retrouvant sa voix. Elle est folle. Elle est tombée. C'est une droguée. Elle a toujours eu des problèmes. Cette procuration est vraie. Fermin, tais-toi, ai-je dit. Ma voix était basse, mais elle a coupé l'air comme un couteau. Il y a des caméras dans la maison. Fermin s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Quoi? Des caméras. Dans le salon, dans le patio, avec audio. J'ai fait un pas, malgré la douleur dans mes côtes. J'ai tout, Fermin. J'ai le moment où tu m'as dit, signe ou je te tue. J'ai le son de la vitrine qui explose. J'ai ma mère qui me regarde saigner et qui ne fait rien. Et j'ai ta voix qui dit, laisse-la là. On s'en va. Non. A soufflé Fermin en reculant contre l'étagère. Toi, tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais pas ça. Tu es ma fille. Je ne suis pas ta fille, ai-je crié. Et la douleur de mes côtes s'est mélangée à la douleur dans mon cœur, et ça m'a donné une poussée d'adrénaline. Je suis la femme que tu as essayé de tuer pour de l'argent. Valdès a sorti sa tablette et l'a posée sur le bureau du notaire. Licencié Prisiliano, je vous conseille de regarder ça avant de décider si vous voulez être complice de cette fraude. La vidéo a démarré. Le son du verre qui se brise craque a rempli le petit bureau. Les cris de Fermin. Les sanglots de ma mère. Le notaire s'est levé d'un bond, reculant comme si les papiers brûlaient. Je ne savais rien, a-t-il balbutié en levant les mains. Ils m'ont dit que c'était légitime. Je suis une victime, moi aussi. Vous êtes incorrompu, a dit Valdès. Mais si vous coopérez, peut-être que le procureur sera indulgent. Fermin a regardé autour de lui. Il était coincé. Il a regardé la porte, mais El Tigre et Santos la bloquaient. Il a regardé la fenêtre, mais on était au 3e étage. Alors il a fait la seule chose qu'un lâche sait faire. Il a accusé une femme. Il s'est jeté sur ma mère. C'était ton idée, a-t-il hurlé en la secouant par les épaules. C'est toi qui m'as dit qu'elle ne signerait pas. C'est toi qui m'as dit de lui faire peur. Sorcière. Lâche-moi, a crié ma mère. Fermin, tu me fais mal. Personne ne va te croire, a rugi Fermin, en levant la main pour la frapper. Mais sa main n'est jamais descendue. Rogelio a bougé plus vite que je ne pensais possible pour un homme de 60 ans. Il a attrapé le poignet de Fermin en plein air. On a entendu un craquement sec. Fermin a hurlé. Tu touches encore une femme devant moi, et je t'arrache le bras, a dit Rogelio d'une voix tellement froide que ça a glacé le sang. Tu as déjà touché ma fille. Maintenant, c'est fini. Il l'a poussé en arrière. Fermin est tombé sur la chaise du notaire, qui s'est cassée sous son poids. Il s'est retrouvé par terre, gémissant, tenant son poignet. Beto. A gémi Fermin. Mon fils, aide-moi.
Tout le monde a regardé Beto. Mon demi-frère, le prince, l'héritier, était collé au mur, pâle comme du papier. Le téléphone dans la main, mais il ne filmait plus, il tremblait. Moi, j'ai rien à voir avec ça, a dit Beto d'une voix aiguë. Je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on allait me donner de l'argent pour une voiture. Je savais pas pour les faux papiers. Là Alberto, a crié ma mère. C'est ton père. C'est mon beau-père, a dit Beto en répétant mes mots d'autrefois, mais sans dignité. Juste avec de la lâcheté. Et moi, je vais pas aller en prison pour ces conneries. La trahison parfaite. Le cycle de l'égoïsme, bouclé. Ils avaient élevé un monstre narcissique, et maintenant, le monstre était en train de les dévorer. À ce moment-là, on a entendu des sirènes en bas. Pas une, plusieurs. Rogelio a remis correctement son chapeau. Fermin, a-t-il dit en regardant l'homme au sol. Avant qu'il t'emmène, je veux que tu saches une chose. Ta dette envers El Château est à moi maintenant. J'ai acheté ton billet de dette ce matin. Donc ne t'inquiète pas des voyous en prison. Inquiète-toi plutôt de mes avocats. Je vais te prendre jusqu'au plombage de tes dents pour récupérer ce que tu as fait à ma fille. Fermin a levé les yeux. Et j'ai vu la fin de son monde dans son regard. Il savait qui était Rogelio. Il savait que le patron ne pardonnait pas. La police est entrée, armes sorties. Valdés avait tout coordonné avec le procureur. Il n'y a pas eu de négociation. Ils ont menotté Fermin par terre. Ils ont menotté le notaire aussi. Quand un policier s'est approché de ma mère, elle s'est accrochée à moi. Mireia, dis-leur. A-t-elle supplié, plantant ses ongles dans mon bras. Dis-leur que je suis ta mère. Dis-leur que je n'ai rien fait. Je suis une vieille femme malade. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. J'ai vu les rides autour de ses yeux. Le maquillage coulé par les larmes. La peur d'enfant sur son visage. Pendant des années, ce regard m'avait manipulé. Pauvre maman, elle est faible, elle ne peut pas. Mais aujourd'hui, le brouillard s'était levé. Elle n'était pas faible. Elle était complice. Elle avait eu le choix. Quand Fermin a levé la main, elle avait le choix. Quand il m'a poussé, elle avait le choix. Quand je saignais par terre, elle avait le choix. Et elle a choisi mal. Doucement, mais fermement, j'ai retiré ses doigts de mon bras, un par un. Agent, ai-je dit au policier, cette femme était présente pendant la tentative d'homicide. Elle a refusé d'appeler le 911. Et aujourd'hui, elle était ici pour signer un document en sachant qu'il était faux. Non, a crié ma mère. Mireia, comment tu peux? Je t'ai donné la vie. Tu m'as donné la vie, ai-je répondu, sentant une seule larme glisser sur ma joue. Et tu as presque laissé cet homme me la prendre. On est quitte, maman. Le policier a hoché la tête, et lui a mis les menottes. Lucrezia a poussé un cri. Un cri déchirant, théâtral, le cri de quelqu'un qui comprend que le rideau est tombé, et qu'il n'y aura pas d'applaudissements. Juste l'obscurité. Ils les ont emmenés. Le défilé de la honte dans le couloir du vieux bâtiment. Des employés des autres bureaux sont sortis regarder. Fermin marchait la tête baissée. Lucrezia pleurait en hurlant. Beto est resté derrière, interrogé par un autre policier, essayant d'expliquer pourquoi il était là. Moi, je suis resté dans le bureau avec mon père et Valdés. Et d'un coup, le silence est devenu écrasant. Mes jambes ont lâché. Je me suis assise dans la chaise en cuir, celle du client. Ça va, a demandé Rogelio en posant une main sur mon épaule. Non, ai-je dit honnêtement. J'ai mal à l'âme, papa. Je sais. Rogelio s'est baissé pour être à ma hauteur. Mais la douleur d'une chirurgie vaut mieux que la douleur d'un cancer. Aujourd'hui, on a retiré la tumeur. Maintenant, la cicatrisation commence. La procédure judiciaire a été comme un rouleau compresseur. Avec les preuves qu'on avait, la défense de Fermin s'est écroulée avant même de commencer. Valdés me tenait au courant de tout, mais moi, je ne voulais pas aller aux audiences préliminaires. Je n'avais pas besoin de revoir son visage. Ça me suffisait de savoir qu'on lui avait donné la détention préventive, enfermé au reclusorio du Nord. Je suis retourné à la maison de Coyoacán une semaine après son arrestation. Le premier pas à l'intérieur a été le plus difficile. Mes gardes, El Tigre et Santos, ont ouvert le grand portail en bois.
le grincement des gonds a sonné comme une plainte. Je suis entré dans le patio. C'était sale. Il y avait des feuilles sèches partout. Les verres en plastique de la fête roulaient encore au sol, poussés par le vent. On aurait dit une maison abandonnée. Une maison où la joie était morte. Je suis allé vers le salon. Et là, le vide. La vitrine détruite avait été emportée par les experts, mais les marques sur le mur étaient toujours là. Il y avait des taches sombres sur le parquet, là où mon sang avait séché. Je me suis assise par terre, un peu loin des taches, et j'ai serré mes genoux contre moi. La maison semblait énorme. Froide. Hostile. Pendant des années, cette maison avait été pleine de bruit. La télévision de Beto, les plaintes de ma mère, les cris de Fermin. Maintenant, le silence était si total que mes oreilles bourdonnaient. C'était ça, la victoire? Rester seul dans une maison remplie de fantômes? Cette première nuit, je n'ai pas pu dormir dans ma chambre. J'ai dormi sur le canapé de la bibliothèque, avec une batte de baseball à côté de moi, sursautant au moindre craquement du bois ancien. Mais le lendemain matin, quelque chose a changé. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui entrait par la grande fenêtre. Elle éclairait la poussière qui flottait dans l'air. Et j'ai compris quelque chose. Personne ne me criait dessus. Personne n'exigeait son petit déjeuner. Personne ne critiquait mes vêtements ou mon travail. Je me suis levé et j'ai ouvert toutes les fenêtres en grand. J'ai laissé l'air frais du matin entrer, balayer l'odeur de prison et de peur. J'ai pris un grand sac poubelle noir, et j'ai commencé. Pièce par pièce. J'ai commencé par la chambre de Fermin et de ma mère. J'ai tout sorti. Ses vêtements, ses costumes bon marché, ses chaussures, ses magazines de Paris. J'ai sorti aussi les robes de ma mère, ses parfums, ses crèmes. Je n'ai rien gardé. Pas de nostalgie. Juste un besoin hygiénique de nettoyer mon espace. J'ai rempli 10 grands sacs. J'ai appelé un camion de déménagement pour faire sortir les meubles de cette chambre. Le lit, la coiffeuse, tout. Je voulais que cette pièce redevienne ce qu'elle était avant. Une chambre d'amis neutre, propre. Ensuite, je suis allé dans la chambre de Beto. J'ai trouvé des bouteilles d'alcool cachées sous le lit, des restes de nourriture, et une console de jeu. J'ai tout mis dans des cartons. J'allais donner ses vêtements et la console à un orphelinat. Au moins, quelqu'un tirerait quelque chose de bon du gaspillage de sa jeunesse privilégiée. J'ai passé 3 jours à nettoyer. Frotter les sols, peindre les murs. J'ai engagé mon équipe d'ouvriers de confiance pour poncer le parquet du salon et faire disparaître les taches de sang pour toujours. Quand ils ont fini, la maison sentait la peinture fraîche, la cire du bois et la propreté. Elle ne sentait plus eux. Elle sentait moi. 1 mois plus tard, la réalité a frappé ceux qui restaient dehors. J'étais dans le jardin, en train de superviser la plantation d'un nouvel oranger. J'en avais cherché un jeune, solide, d'une variété qui donne des fruits doux. C'était ma promesse à ma grand-mère, et à la petite fille en moi. La sonnette de l'interphone a sonné. Je suis allé à l'écran. C'était Beto. Il avait l'air horrible. Il portait les mêmes vêtements que d'habitude, mais sales. Il était plus maigre, avec de grosses cernes. Il n'avait plus l'arrogance du fils de papa. On aurait dit un enfant perdu. Amir? A-t-il dit en collant son visage à la caméra. Amir, s'il te plaît, ouvre-moi. J'ai faim. J'ai soupiré. Je sentais la tentation d'ouvrir. C'était mon frère, après tout. Je l'avais changé quand il était bébé. Je lui avais appris à faire du vélo. Mais j'ai pris le micro. Beto, je ne peux pas t'ouvrir. Amir, je n'ai nulle part où aller. Mes amis m'ont lâché quand ils ont su pour papa. On m'a viré de la chambre que je louais. Je veux juste me laver et manger quelque chose. Je te jure que je ne dérange pas. Je dors par terre, je m'en fiche. Tu as 22 ans, ai-je répété comme un mantra. Tu as 2 mains et 2 jambes. Tu peux travailler. Je sais rien faire, a-t-il crié en frappant le portail. On ne m'a jamais appris à faire quoi que ce soit. Papa disait que je devais être le chef. C'est ta faute. Si tu avais signé, on saurait bien. Et là, c'était la vérité. Pas de regret. Juste de la rancœur. Parce que je leur avais coupé le robinet. Voilà le problème, Beto. Tu penses que mon devoir,
c'était de me gérer moi-même. De vous entretenir, vous, au prix de ma vie? Je l'ai regardé à travers l'écran. Pars. Va dans un refuge, ou va chercher un travail de plongeur. Apprends ce que ça coûte de gagner de l'argent. Peut-être que ça fera de toi un homme, parce que ce que Fermin a fait avec toi, c'est créer un inutile. J'ai coupé l'interphone. Je l'ai vu frapper le portail encore quelques minutes, pleurer de rage, puis partir en donnant des coups de pied dans des cailloux. Ça m'a fait mal. Oui. Mais je savais que si j'ouvrais cette porte, il n'apprendrait jamais. Parfois, le plus grand amour, c'est de laisser quelqu'un toucher le fond. Une semaine plus tard, ma mère est apparue. Elle n'a même pas sonné. Elle est restée sur le trottoir d'en face, à regarder la maison. Moi, je sortais en voiture pour aller au bureau. J'ai freiné en la voyant. D'après ma tante Cholo, elle vivait chez une cousine lointaine à Iztapalapa. Elle avait l'air petite. Fragile. J'ai baissé la vitre. Elle s'est approchée timidement. Mireia, tu as l'air bien. On t'a enlevé les bandages? Oui. Je vais bien. On m'a dit que Fermin, qu'ils vont lui donner 12 ans. Il le mérite? Elle a hoché la tête, en regardant ses chaussures usées. Moi, je vais en thérapie, Mireia. La cousine Rosa m'a obligé. Elle dit que j'ai une dépendance émotionnelle, que je suis malade. Je suis contente que tu cherches de l'aide, maman. Vraiment. Elle a respiré, comme si elle allait pleurer. Mais tu crois qu'un jour je pourrai voir le nouvel oranger? J'ai su que tu en avais planté un. Je l'ai regardé dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu du vrai regret. Pas le désespoir de la notaire, pas la peur d'être arrêté. Une tristesse profonde, de quelqu'un qui sait qu'elle a détruit quelque chose de précieux. Un jour, peut-être, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Pas demain. D'abord, tu dois guérir. Tu dois apprendre à être Lucretia, pas l'épouse de Fermin. Quand tu sauras qui tu es sans un homme à côté, reviens me voir. Peut-être qu'on pourra prendre un café, mais pas dans cette maison. Cette maison, c'est mon sanctuaire. Puis j'ai remonté la vitre et je suis parti. Je l'ai vue dans le rétro, devenir de plus en plus petite. Ce n'était pas une fin heureuse comme dans un film Disney. Il n'y a pas eu d'embrassade sous la pluie. Mais c'était une fin vraie. Une fin avec des limites saines. Le jour de la sentence finale de Fermin, j'ai fait une fête. Pas une grande fête avec des mariachis et des gens faux. Une petite soirée. Intime. J'ai invité mon père, qui est revenu du Nord. J'ai invité ma tante Cholo. J'ai invité Valdès et sa femme. J'ai invité Donia Remedio, la voisine qui avait appelé la police et m'avait sauvé la vie. J'ai cuisiné moi-même. Mais cette fois, je ne cuisinais pas avec du ressentiment. Je cuisinais avec de l'amour. J'ai fait le mol de ma grand-mère, celui qui demande 3 jours de préparation. On s'est assis dans la salle à manger. La même salle à manger où l'horreur avait commencé. Mais cette fois, la table était décorée avec des fleurs fraîches du marché. Il y avait des rires. Des histoires. De la chaleur. Mon père s'est levé pour faire un toast. À Mireia, a-t-il dit en levant son verre de tequila. Elle a appris que le sang fait les parents, mais que la loyauté fait la famille. Elle a eu le courage de casser le cycle. Santé. Santé, a-t-on répondu. J'ai regardé autour de moi. Ça, c'était ma famille. Mon père rude mais protecteur. Ma tante douce. Mes amis loyaux. Je n'avais pas besoin de plus. Après le dîner, je suis sorti dans le patio avec mon père. La nuit était fraîche. Le nouvel oranger brillait sous la lumière de la lune. Je pars demain, a dit Rogelio. Le ranch ne se garde pas tout seul. Je sais, tu vas me manquer. Je te laisse le tigre encore quelques mois, juste au cas où. Papa, je n'ai pas besoin de babysitter. Ce n'est pas une babysitter. C'est une dissuasion. Et en plus, il aime ta cuisine. On a ri. Puis mon père est devenu sérieux. Mireia, je suis fier de toi. Pas parce que tu as gagné la maison. Mais parce que tu t'es gagné toi-même. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient signé. Toi, tu as combattu. Tu es une guerrière.
j'ai eu un bon exemple, ai-je dit en le serrant dans mes bras. Quand il est parti, je suis resté seul dans le patio. Je me suis touché la cicatrice sur le front. Elle n'était plus rouge et horrible. Elle était devenue fine, argentée. Mon père avait raison, c'était une marque de guerre. Je me suis assise sur le banc, sous le jeune oranger. J'ai fermé les yeux et respiré profondément. Ça sentait le jasmin, la terre mouillée, et la liberté. J'avais récupéré ma maison. J'avais récupéré ma vie. Mais surtout, j'avais récupéré ma voix. Cette voix que Fermin avait essayé d'éteindre à coups de poing. Cette voix que ma mère avait essayé d'étouffer avec la culpabilité. Maintenant, cette voix serait forte. Et plus jamais, jamais, je ne me tairai devant l'injustice. Je m'appelle Mireia. Et cette maison, la maison aux fleurs de pierre, n'est plus un musée de douleur. C'est mon foyer. Et ici, dans mon foyer, je suis la reine. Et mes limites sont la loi. Amis, cette histoire de douleur et de victoire nous laisse des leçons qui vont au-delà d'un héritage ou d'une maison. D'abord, elle nous parle de la loyauté toxique. Souvent, dans nos familles latines, on confond l'amour et la complicité. On croit que soutenir sa famille, c'est couvrir les abus, les vols, la violence. Mais Mireia montre que la vraie loyauté, c'est envers la vérité et la justice. Protéger un agresseur juste parce que c'est le sang, ce n'est pas de l'amour. C'est un suicide émotionnel. Ensuite, l'importance de l'indépendance financière. Si Mireia n'avait pas été propriétaire de sa maison et de sa carrière, elle n'aurait pas eu les outils pour se défendre. Avoir son propre argent, c'est la liberté. C'est pouvoir dire non quand quelqu'un veut te contrôler. Femme, ne dépendez jamais à 100% de quelqu'un. Construisez votre patrimoine, même petit. Et enfin, le pouvoir des limites. Mireia a dû prendre la décision la plus dure, fermer la porte à sa propre mère et à son frère. Parfois, pour guérir, il faut couper. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et on ne peut pas laisser quelqu'un se noyer en nous entraînant avec lui. Dire stop ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne qui se respecte. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Mireia a été trop dure en ne pardonnant pas à sa mère à la fin? Ou est-ce qu'elle a fait la seule chose possible pour survivre? Si cette histoire t'a donné la force de te relever et défendre ce qui est à toi, écris « Je suis fort » en commentaire, ou laisse juste un signe pouce vers le haut si tu as retenu une leçon aujourd'hui. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, votre voix est votre arme la plus puissante. Utilisez-la.